contact régulier de l'extérieur, l'élite du KGB a compris depuis longtemps que le retard pris sur l'Ouest va croissant. Les valeurs du communisme ne sont plus un moteur et en épluchant professionnellement les médias occidentaux, ils constatent l'écart, agrandi par la censure, entre le discours officiel et la réalité soviétique. La pénurie et les magasins vides ne sont que la part visible des dysfonctionnements. Plus rien ne marche dans le pays. Même les industries militaires et spatiales essuient des revers soigneusement dissimulés. Or, sous le manteau, l'information circule grâce au samizdat recopié à la main. C'est ainsi que, paradoxalement, l'élite sécuritaire du pays, chargée de le préserver, se convainc peu à peu que le régime qu'ils défendent est en réalité le pire ennemi des Russes et de la Russie. Les défections ont d'abord été individuelles. De hauts cadres des services de renseignement se sont mis au service de l'Occident, risquant leur vie en trahissant pour des raisons humanitaires, voire par patriotisme. D'autres ont tenté, en partie réussi, le changement par le haut. Grand patron du KGB, Yuri Andropov charge un apparatchik brillant d'élaborer un système d'indicateurs économiques et de mesure des performances afin de pouvoir comparer avec le modèle occidental. Sous son air anodin, l'initiative attaque de front la culture de dissimulation du régime. Imprégné d'objectivité scientifique, Andropov sait que le pays a besoin de réformes et que le pouvoir a besoin d'informations exactes pour les mener. Et justement, il va pouvoir le faire puisqu'il est nommé à la tête de l'URSS en remplacement de Brejnev. Hélas, ces réformes sont rapidement interrompues par son décès. Après un bref intermède conservateur, le jeune apparatchik le remplace à la tête du pays. Il s'appelle Gorbatchev. La perestroïka résume les réformes économiques appelées de leurs vœux par les ténors du KGB qui rêvent d'en finir avec le marxisme en optant pour l'économie de marché. La Chine populaire a déjà opéré le tournant. Elle commence à en récolter les fruits en termes de développement économique, tout en conservant la mainmise du Parti communiste sur tous les rouages de la société. Les traditions confucéennes y contribuent, ainsi qu'une règle simple. Le business est désormais roi, mais pour avoir le droit d'en faire, il faut être membre du parti. Seulement en Russie, communiste et soviétique sont deux adjectifs qui ne font plus rêver personne. Tchernobyl apporte le coup de grâce. Des centaines d'hommes se sacrifient pour empêcher une catastrophe planétaire. 2 ans plus tard, Valéry Legasov se suicide. Scientifique irréprochable, qui publiait en français dans la revue Polytechnique de Lausanne, il a coordonné les secours pendant la catastrophe, puis rédigé le rapport pour l'AIEA de Vienne. Chose tout à fait inhabituelle, la Pravda publie sa lettre d'adieu qui incrimine le système et son culte du secret, doublé de la terreur qu'il inspire. Nous avions les moyens d'éviter la catastrophe, explique-t-il, mais pour cela, il aurait fallu pouvoir en parler. Or, nous n'en avions pas le droit. La transparence, la glasnost, devient son premier mot d'ordre, ce qui permet la publication dans la Pravda du rapport sur Tchernobyl. Du tsar au socialisme, la société russe a toujours fonctionné avec un chef tout-puissant et Gorbatchev n'est pas cet homme-là. En son absence, l'Empire se désagrège d'autant plus vite qu'il est bâti sur une fiction, une mosaïque de nationalités fort diverses, soi-disant peuples frères, mais clairement dominés par l'ethnie russe, au comportement souvent raciste et colonialiste. Comme le dénonçait déjà Lénine, qui y voyait le principal danger pour la révolution. Les membres du pacte de Varsovie prennent leur distance dès qu'ils sentent le joug se relâcher, suivis de nombreuses républiques soviétiques qui menacent de faire sécession.
La gabegie s'installe et la décomposition du régime est telle que la sécurité du parc nucléaire n'est plus assurée. Une centaine de charges nucléaires disparaissent. La veille de la signature d'un contrat d'autonomie pour toutes les républiques, la hiérarchie du KGB tente un coup d'État militaire et s'empare de Gorbatchev. Mais de nombreux cadres intermédiaires du KGB rechignent à revenir en arrière. Les commandos alpha, chargés de s'emparer du Parlement, retournent leurs armes. Le peuple de Moscou fait bloc derrière Boris Yeltsin, qui s'oppose victorieusement au putsch. La plupart des républiques obtiennent alors rapidement leur indépendance et plusieurs passent à l'ouest aussitôt.